Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui commence avec quelques bouts de papier un peu jaunis. C'est ça, On a un acte de naissance, quelques lignes sur un registre de recensement, une carte postale, des fragments en des fait. fragments qui, mis bout à bout, vont nous raconter une histoire assez incroyable. L'histoire de Vincent André-Marie Niot et de ses 10 premières années au tout début du XXe siècle en Bretagne. On va essayer de reconstituer ce monde, de sentir l'odeur du pain chaud d'une boulangerie de village. Hmm. Pour comprendre un choix de vie, un basculement, Exactement. comment un enfant qui semble destiné à reprendre le commerce familial se retrouve en fait propulsé vers un avenir complètement différent. Et c'est tout l'intérêt de ces documents qui peuvent paraître un peu froids, un peu administratifs au premier abord. Ah oui, Mais à travers le parcours de ce jeune Vincent, c'est toute une époque qu'on voit. La vie d'un bourg breton, l'importance d'un commerce comme une boulangerie, le poids des traditions, et aussi les tensions de l'époque, j'imagine. énorme, notamment entre l'Église catholique et la République, qui se veut à ce moment-là résolument laïque. C'est une micro-histoire qui a une résonance bien plus large. Alors, partons à Ambon, dans le Morbihan. Le point de départ, c'est l'acte de naissance. 4 mai 1901, voilà. Naissance de Vincent André Marignaud. Et ce qui est formidable, c'est que le lieu même de sa naissance est déjà tout un programme. Il ne naît pas dans une maison banale. Non, il naît dans la boulangerie familiale. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est le décor de toute son enfance. Les sources le disent très bien. Ici, on ne fait pas seulement du pain. On tient une place dans le village. On nourrit. On cadence les journées. C'est un lieu essentiel. Le boulanger dans la France rurale de 1900, c'est une institution. Sa boutique, c'est le cœur battant du village. Le premier endroit où l'on va le matin. Exactement. C'est un point de rencontre, un lieu d'information. Le rythme de sa vie, dicté par la pâte et la chaleur du four, c'est littéralement le métronome du village. Ce n'est pas juste un métier, c'est une charge. Et pour un enfant, quel univers! J'essaie d'imaginer au-delà des odeurs qui devaient être incroyables. Le bois, la farine, la pâte qui lève, la croûte chaude. C'est tout un monde sensoriel. Il devait y avoir aussi les sons. Le crépitement du feu, le choc des pelles en bois, la petite cloche de la porte qui n'arrête pas de tinter, et cette poussière de farine partout. C'est une éducation par l'immersion en quelque sorte. Il apprend la vie par les gestes, par les cycles immuables. Pétrir, laisser reposer, enfourner, défourner, jour après jour. C'est une discipline de fer en fait. Une discipline quasi monastique. Et c'est ça qui est fascinant. Parce que cette discipline du fournil va, paradoxalement, le préparer au monde qu'il s'apprête à rejoindre. Sans le savoir, bien sûr. Le séminaire. Oui, le séminaire, ce sera une autre forme de discipline tout aussi rigoureuse, avec ses cloches, ses prières qui rythment les heures, ses études. Il passe du cycle du pain qui nourrit le corps à un autre cycle. Mais la structure de base, la rigueur, la répétition, elle est déjà là. Et on a la confirmation de sa présence dans ce monde-là, noir sur blanc, grâce au recensement de 1906. Une simple ligne sur un grand registre. Mais tellement évocatrice. Vincent a 5 ans et il est bien là, au cœur du foyer. On l'imagine, ce petit garçon, peut-être caché derrière les sacs de farine, qui observe en silence cette mécanique bien réglée. Il intègre cette vérité qui régit leur existence et que la source se résume en une phrase parfaite: il faut du pain tous les jours. Cette phrase dit tout. Oui, elle dit la responsabilité, la fierté aussi. Être boulanger, c'est un devoir envers la communauté. Le monde du jeune Vincent est donc façonné par cette idée de service, de nécessité. La vie, ce n'est pas une question de choix, mais d'obligation. Un destin qui semble donc tout tracé. Exactement. Il est né dans la boulangerie, il deviendra boulanger. C'est l'évidence même. Sauf que ce tableau d'un destin tout tracé va se fissurer. Et ce qui rend l'histoire vraiment intéressante, c'est quand on la compare à celle de son grand frère, Marcel. Ah, Marcel, il est la clé pour comprendre la suite. On apprend que lui aussi, l'aîné, a été envoyé en pension dans un établissement religieux. Et ça, c'est une information capitale. Ça montre que l'éducation, et en particulier l'éducation catholique, est un vrai projet pour les parents de Nino. Ce n'est pas une idée qui sort de nulle part pour Vincent. Non, c'est une ambition familiale. Peut-être une manière d'offrir une chance aux enfants d'échapper à la dureté du travail manuel. Une forme d'ascension sociale. Oui, mais la réalité va venir percuter cette ambition. Et on le découvre grâce à une pièce à conviction incroyable. La carte postale. Une carte postale de 1913 envoyée par Marcel. Et au milieu des banalités, il y a une phrase qui saute aux yeux. Il écrit qu'il a dû quitter l'école et rentrer à Ambon.
Et la raison est d'une simplicité poignante. Oui, il dit qu'il est revenu depuis 2 mois, car, et je cite, papa et maman ont bien besoin de moi à la maison. C'est terrible. Cette phrase, c'est le pivot du récit. C'est un drame familial silencieux qui se joue en quelques mots. D'un côté, le projet d'éducation, l'investissement, et de l'autre, la réalité économique brutale. Les bras manquent. Le travail est trop dur. Et en tant que fils aîné, le devoir de Marcel est clair. Il doit rentrer. Son chemin, qui commençait à s'écarter du fournil, y retourne de force. C'est le retour aux racines, mais un retour contraint. On imagine la déception pour lui, pour les parents. Ils doivent sacrifier l'avenir scolaire de l'un pour assurer le présent de la famille. Exactement. Et cette décision dictée par la nécessité rend le parcours de Vincent encore plus extraordinaire. C'est comme un aiguillage du destin. Comment ça? Le retour de Marcel libère en quelque sorte une possibilité pour Vincent. On peut presque voir la famille faire un pari. L'un, Marcel, va assurer le matériel, la survie du commerce, la continuité. Et l'autre? L'autre, Vincent, pourra poursuivre une autre voie, une voie spirituelle. Le sacrifice de l'aîné rend possible la vocation du cadet. Le retour de l'un permet le départ de l'autre. C'est une analyse très forte. Et ce départ, on en trouve la trace implacable dans le recensement suivant, celui de 1911. Le point de bascule. On cherche le nom de Vincent Niot, âgé de 10 ans, à la ligne de la boulangerie d'Ambon, et il n'y est plus. Il s'est volatilisé des registres de la commune. Une absence qui signe un changement de vie radical. Et comme le dit une de nos notes, cette absence n'est pas un trou, c'est une direction. Les infos sont claires. À 10 ans, Vincent est envoyé en pension au petit séminaire de Plohermel. 10 ans. 10 ans. C'est à peine un enfant. J'essaie d'imaginer le choc, passer de cet univers chaud, vivant, sensoriel, à la discipline austère d'un séminaire. On quitte le monde du pétrin pour celui de la classe, le latin, les humanités, la prière. Le contraste est violent. Il faut bien comprendre ce que petit séminaire signifie en 1911. Ce n'est pas un simple pensionnat. On est 6 ans seulement après la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Le climat est électrique. La fameuse guerre scolaire. En plein. Entre l'école publique, laïque, républicaine et l'école confessionnelle. L'Église catholique cherche par tous les moyens à former ses futures élites et ses futurs prêtres. Donc, le choix des parents, en 1911, c'est un acte de foi, une manière d'offrir une promotion sociale, ou c'est aussi un acte politique? C'est très certainement un mélange des trois. C'est un acte de foi, bien sûr. Le petit séminaire, c'est la voie royale vers la prêtrise. C'est aussi un choix social. L'enseignement est réputé, c'est une voie d'excellence. Et donc, un acte militant? Confier son enfant à l'Église, plutôt qu'à la République, c'est affirmer son appartenance à un monde, à des valeurs. Ça implique un effort financier et surtout le sacrifice de se séparer d'un enfant de 10 ans. On ne fait pas ça à la légère. Et c'est ça qui me frappe le plus, c'est l'âge. 10 ans. C'est si jeune. Nos sources insistent là-dessus. Le fait que Vincent parte si tôt dit quelque chose. Et la phrase qui suit est « Je crois que c'est la clé de tout ». Laquelle? On a repéré chez lui quelque chose. Voilà. On est au cœur du mystère. On n'envoie pas un garçon de 10 ans dans une institution qui est l'antichambre de la prêtrise juste pour qu'il ait une bonne éducation. Si on fait ce choix si tôt, c'est qu'il y a une conviction. De la part de la famille et du curé du village, sans doute, qui a dû jouer un rôle de détecteur de vocation. Oui, ils ont dû voir en cet enfant quelque chose de spécial. Une piété précoce, une intelligence vive, un caractère calme, réfléchi, qui contrastait peut-être avec l'agitation du commerce. Les germes d'un futur prêtre. C'est ça. C'est fascinant. De se dire que ce petit garçon qui observait le monde depuis sa boulangerie portait en lui un potentiel que les adultes ont jugé assez fort pour l'arracher à ce destin qui semblait si évident, si matériel. Pour résumer ces 10 premières années, on assiste vraiment à un choix familial fondamental. Face à un héritage qui semble couler de source, le pain, le commerce, la famille Niot opère une bifurcation. Elle se sépare en 2 voies. Exactement. Elle maintient la lignée matérielle avec l'aîné et elle investit dans une lignée spirituelle avec le cadet. C'est le passage d'un monde concret, pétri de matière, à un univers abstrait, régi par les livres et la foi. Et tout ça nous laisse avec cette question, née de cette simple phrase. On a repéré quelque chose chez lui. C'est une interrogation formidable à méditer. Oui, qu'est-ce qu'ils ont bien pu voir?
Quelle qualité, quel trait de caractère a-t-on bien pu observer chez cet enfant de boulanger, silencieux et attentif, pour être convaincu qu'il fallait l'envoyer sur ce chemin si particulier, si exigeant? Surtout à un âge où, on l'a vu avec son frère, les bras manquent cruellement pour faire tourner le commerce. C'est tout le mystère d'une vocation qui s'éveille dans l'odeur du pain chaud.